4,567 milliards d'années. Ce chiffre représente la naissance de notre système solaire et, par extension, le début de l'histoire de la Terre. Ce n'est ni une supposition ni une estimation arbitraire, c'est un âge précisément calculé, déterminé par l'analyse de certaines des roches les plus anciennes et les plus pures que l'humanité ait pu étudier, les météorites. Ces voyageurs cosmiques ne sont pas de simples morceaux de roche tombant du ciel, ce sont de véritables capsules temporelles, témoins immuables des processus qui ont donné naissance à notre monde et à la vie elle-même. Leur étude méticuleuse nous a permis de percer de profonds secrets sur la formation des planètes, l'apparition de l'eau et des ingrédients essentiels à la vie, ainsi que les événements cataclysmiques qui ont façonné notre planète au cours de ces premiers et tumultueux milliards d'années. Pour comprendre comment ces corps célestes nous révèlent tant, nous devons d'abord comprendre ce qu'ils sont et d'où ils proviennent. Les météorites sont des fragments de matière spatiale qui survivent à leur voyage à travers l'atmosphère terrestre et atteignent la surface. La grande majorité d'entre elles sont des morceaux d'astéroïdes qui orbitent principalement dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Certaines, très rares, proviennent de la Lune ou de Mars, et même une poignée est soupçonnée d'être des restes de comètes. La principale raison de leur valeur inestimable pour la science réside dans leur état quasi inaltéré. Contrairement aux roches terrestres qui ont été constamment recyclées, fondues, érodées et transformées par la géologie active de notre planète au cours de milliards d'années, de nombreuses météorites, en particulier les plus primitives, sont restées pratiquement inchangées depuis leur formation avec le système solaire. Elles sont, en substance, des fossiles chimiques de la première époque. Il existe 3 catégories principales de météorites, chacune avec sa propre histoire à raconter. Premièrement, nous avons les chondrites. Ce sont de loin les plus nombreuses, constituant environ 85% de toutes les chutes de météorites observées. Elles sont considérées comme les roches les plus primitives et représentent le matériau original à partir duquel le système solaire s'est formé. Leurs caractéristiques distinctives sont les chondrules, de petits globules sphériques ou ellipsoïdaux de silicate qui se sont formés par le refroidissement rapide de gouttelettes fondues dans la nébuleuse solaire. Les chondrites sont les fondations à partir desquelles les planètes ont été construites. Parmi les chondrites carbonés présentent un intérêt particulier pour notre compréhension de la Terre primitive. Ce sont les plus primitifs de toutes les chondrites et leur composition est celle qui se rapproche le plus de celle de la photosphère solaire, à l'exception des éléments les plus volatiles comme l'hydrogène et l'hélium. Les chondrites carbonés sont riches en carbone, en eau et en composés organiques complexes. Elles n'ont pas subi de chauffage significatif depuis leur formation, ce qui signifie qu'elles conservent intacte la chimie de la nébuleuse solaire originale. Un exemple paradigmatique est la météorite de Murchison, tombée en 1969 au Mexique. De cet événement marquant, environ 1452 kg de matière ont été récupérés et son étude a révolutionné notre compréhension de l'origine de l'eau et de la vie sur Terre. Les analyses de la météorite de Murchison ont révélé la présence de plus de 90 types différents d'acides aminés, dont 8 sont essentiels aux protéines terrestres. Des nucléobases, les composants de base de l'acide désoxyribonucléique et de l'acide ribonucléique, ainsi que des sucres et d'autres composés prébiotiques ont également été trouvés. Cette découverte a été une étape majeure car elle a démontré que les briques de construction de la vie peuvent se former dans l'espace et être livrées aux planètes. Un autre géant parmi les chondrites carbonés est la météorite d'Alinde, qui est également tombée en 1969 au Mexique. C'est la plus grande météorite chondritique jamais découverte, et son étude a été fondamentale pour établir l'âge de notre système solaire. La météorite d'Alinde est particulièrement célèbre pour ses inclusions riches en calcium et aluminium, connues sous le nom de CAI d'après leur acronyme anglais, qui sont les solides les plus anciens connus dans le système solaire. Ces petites formations, qui sont souvent de couleur blanche ou gris pâle et ne mesurent pas plus de quelques millimètres, sont considérées comme les premiers matériaux condensés directement de la nébuleuse solaire, avant même la formation des chondrules. En appliquant la datation radiométrique au CAI d'Alinde, spécifiquement en utilisant le système uranium-plomb, les scientifiques ont pu déterminer avec une précision étonnante que l'âge du système solaire est de 4 567 millions d'années, avec une incertitude d'à peine un demi-million d'années. Ce chiffre nous donne non seulement une date de naissance pour notre système planétaire, mais il établit également le point de départ de la chronologie de la formation de la Terre.
La cohérence de cet âge dans différentes CAI de multiples météorites primitives valide sa fiabilité. Outre les chondrites ordinaires et les chondrites carbonés, il existe les chondrites à enstatite qui se sont formés dans des conditions extrêmement réductrices, ce qui signifie qu'il y avait très peu d'oxygène disponible. On spécule que les chondrites à enstatite pourraient être les plus similaires à la composition du matériau initial à partir duquel la Terre s'est formée, fournissant des indices sur la chimie originelle de notre planète avant sa différenciation. Leurs éléments volatiles, comme le soufre, auraient pu jouer un rôle inattendu dans la chimie primitive de la Terre. Deuxièmement, nous trouvons les achondrites. Contrairement aux chondrites, les achondrites sont des météorites différenciées, ce qui signifie qu'elles proviennent de corps parents, tels que de grands astéroïdes ou même des planètes, qui ont subi des processus géologiques, comme la fusion et la recristallisation. Leur composition est similaire à celle des roches ignées de la Terre, comme les basaltes. Elles incluent des météorites provenant de la Lune, comme les brèches anorthositiques, qui ressemblent aux roches lunaires, et de Mars, qui sont particulièrement fascinantes. Plus de 140 météorites martiennes ont été identifiées à ce jour. Celles-ci ont été éjectées de la surface de Mars par de grands impacts d'astéroïdes, et après un voyage interplanétaire de millions d'années, elles sont finalement tombées sur Terre. L'étude des météorites martiennes, comme la célèbre Allan Hills 840001, a fourni des informations inestimables sur la géologie et l'atmosphère de Mars sans qu'il soit nécessaire d'envoyer des missions robotiques ou habitées. Elles contiennent des gaz atmosphériques martiens piégés dans des bulles à l'intérieur de leur structure, permettant aux scientifiques d'analyser la composition de l'ancienne atmosphère de Mars. Enfin, la troisième catégorie principale est celle des météorites de fer. Ce sont les restes des noyaux fondus d'astéroïdes qui étaient suffisamment grands pour se différencier, c'est-à-dire pour séparer leurs matériaux lourds au centre et les légers à la surface, de manière similaire à la formation du noyau terrestre. Elles sont composées principalement d'un alliage de fer et de nickel, et lorsqu'on les toupe et les polit, elles révèlent souvent un réseau complexe de cristaux imbriqués connu sous le nom de motif de Widmanstätten, qui est le résultat d'un refroidissement extrêmement lent dans l'espace pendant des millions d'années. Un exemple proéminent de météorite de fer est Canyon Diablo, dont l'impact il y a environ 50 000 ans a formé le célèbre cratère Barringer en Arizona. L'étude de cette météorite et d'autres météorites de fer nous offre un aperçu direct de la composition des noyaux métalliques qui existent à l'intérieur des corps célestes, offrant des analogues directs pour comprendre la composition et la formation du noyau de notre propre Terre, inaccessible directement. Les météorites de fer contiennent des éléments sidérophiles, ceux qui s'associent au fer, comme le platine, l'iridium et l'osmium. L'abondance relative de ces éléments dans les météorites de fer, comparée à celle des roches du manteau terrestre, nous aide à reconstituer les processus d'accrétion et de différenciation qui ont conduit à la formation du noyau métallique et du manteau rocheux de la Terre. Maintenant, approfondissons comment ces voyageurs spatiaux sont capables de révéler l'histoire primitive de notre planète. La première et la plus fondamentale des révélations est l'âge de la Terre et du système solaire. Comme nous l'avons mentionné, les CAI de la météorite d'Alland et d'autres chondrites carbonées. Ces inclusions se sont formées par condensation directe de la nébuleuse solaire naissante. En utilisant des techniques de datation radiométrique, en particulier le système uranium-plomb qui repose sur la désintégration prévisible d'isotopes instables en isotopes stables, les scientifiques peuvent déterminer avec une précision extraordinaire quand ces matériaux se sont solidifiés pour la première fois. L'uranium-238 se désintègre en plomb-206 avec une demi-vie de 4 500 000 d'années et l'uranium-235 en plomb-207 avec une demi-vie de 700 millions d'années. En mesurant les proportions des isotopes père et fils dans ces échantillons immaculés, nous pouvons calculer le temps écoulé depuis leur formation. La date de 4 567 millions d'années, établie à partir de multiples CAI, est le jalon temporel qui marque le début du système solaire et par conséquent le moment où la Terre a commencé à se former à partir de la même nébuleuse protoplanétaire. Avant les météorites, la datation de la Terre était une estimation basée sur les roches les plus anciennes trouvées à la surface terrestre qui étaient sujettes aux processus géologiques les modifiant. Les météorites nous ont offert une fenêtre sur le temps zéro, sans contamination. La deuxième grande révélation est le processus de différenciation planétaire et la formation du noyau terrestre. La Terre ne s'est pas formée avec sa structure actuelle de couches concentriques, c'est-à-dire le noyau, le manteau et la croûte. Au début, c'était une boule de matière homogène qui s'est progressivement réchauffée en raison de l'énergie libérée par les impacts d'autres corps et par la désintégration d'isotopes radioactifs à courte durée de vie.
Cette chaleur a fait fondre les matériaux à l'intérieur de la planète. Lorsque la Terre a fondu, les matériaux les plus denses, principalement le fer et le nickel, ont coulé vers le centre pour former le noyau, tandis que les silicates plus légers ont flotté vers la surface, donnant naissance au manteau et à la croûte. Ce processus est connu sous le nom de différenciation. Les météorites de fer sont cruciales pour comprendre ce processus. Étant des fragments des noyaux métalliques d'astéroïdes différenciés, elles offrent une composition directement comparable à celle de notre propre noyau. Les scientifiques étudient la proportion de certains éléments dans les météorites de fer qui sont sidérophiles, c'est-à-dire qui ont une affinité pour le fer et qui se seraient dissous dans le noyau de la Terre. En comparant l'abondance de ces éléments dans le manteau terrestre actuel avec leur abondance dans les météorites, qui représentent le matériau primordial indifférencié, nous pouvons déduire comment les éléments se sont séparés lors de la formation du noyau terrestre. Par exemple, le système d'isotopes hafnium-tungstène est particulièrement utile pour dater la formation du noyau terrestre. L'hafnium-182 se désintègre en tungstène-182 avec une demi-vie de seulement 9 millions d'années. L'hafnium est un élément lithophile, ce qui signifie qu'il préfère rester dans le manteau rocheux, tandis que le tungstène est sidérophile et tend à se dissoudre dans le noyau métallique. Au début de la formation de la planète, lorsque le magma ne s'était pas encore complètement différencié, l'hafnium-182 était présent dans le manteau et a commencé à se désintégrer. Lorsque le noyau s'est formé et que le tungstène 182 a coulé avec le fer, la proportion de tungstène dans le manteau a cessé de changer à cause de la désintégration de l'hafnium. La mesure des anomalies dans la proportion de tungstène 182 dans les roches du manteau terrestre permet aux scientifiques d'estimer que le noyau de la Terre s'est formé très rapidement au cours des 30 à 50 premiers millions d'années de l'histoire de la planète. Une troisième révélation transcendante que nous offrent les météorites est la clé pour déchiffrer le mystère de l'origine de l'eau sur Terre et, avec elle, l'arrivée possible des composants organiques essentiels à la vie. Notre planète est un monde d'eau, avec des océans qui couvrent plus des 2/3 de sa surface, une caractéristique distinctive qui la différencie de la plupart des autres corps rocheux du système solaire. Cependant, à ses tout premiers stades, la Terre était un endroit inhospitalier, trop chaud pour retenir de grandes quantités d'eau ou de composés volatiles. Alors, d'où est venue toute cette eau ? Les preuves pointent fermement vers les météorites, en particulier les chondrites carbonés. Ces chondrites, comme la météorite de Murchison, contiennent une quantité significative d'eau, piégée dans leurs minéraux de silicate hydraté. Plus important encore, la proportion des isotopes d'hydrogène, spécifiquement le rapport deutérium-hydrogène normal, dans l'eau trouvée dans ces chondrites carbonés, est étonnamment similaire à celle de l'eau des océans de la Terre. Le deutérium est un isotope plus lourd de l'hydrogène et sa proportion relative à l'hydrogène normal est un marqueur unique qui peut indiquer l'origine d'un échantillon d'eau. Des comparaisons détaillées du rapport deutérium-hydrogène dans les chondrites Ci et Cm, deux sous-types de chondrites carbonés, avec l'eau des océans terrestres, ont montré une coïncidence remarquable. Cela suggère qu'une proportion significative, sinon la majeure partie, de l'eau de la Terre a été apportée par ces corps célestes ou par des planétésimaux riches en eau de composition similaire qui ont impacté la Terre lors de sa formation et à ses stades initiaux. Parallèlement à l'apport d'eau, les chondrites carbonés, comme nous l'avons déjà mentionné avec l'exemple de Murchison, ont également servi de véhicule pour le transport de molécules organiques complexes. La présence d'acides aminés, de nucléobases, de sucres et d'autres composés prébiotiques dans ces météorites soutiennent l'hypothèse selon laquelle les briques de construction fondamentales de la vie ne sont pas originaires exclusivement de la Terre, mais ont été apportées de l'espace extra-atmosphérique. Cette idée, connue sous le nom de panspermie, dans sa variante de panspermie moléculaire, suggère que la pluie constante de matière extraterrestre chargée de ces composants chimiques aurait pu ensemencer la surface de la Terre primitive, offrant une impulsion cruciale pour l'émergence de la biochimie et, en fin de compte, des premiers organismes vivants. Cette compréhension modifie radicalement notre perception de l'origine de la vie, suggérant une origine plus cosmique que purement terrestre. La quatrième grande narration que les météorites nous aident à reconstruire est celle du grand bombardement tardif. Les premiers milliards d'années de la Terre, une période connue sous le nom d'Adéen, furent une époque d'extrême violence cosmique. La surface de la Terre et de toutes les planètes intérieures fut soumise à une pluie implacable d'astéroïdes et de comètes.
La preuve la plus convaincante de cette période, connue sous le nom de Grand Bombardement Tardif ou LHB, provient de l'étude des roches lunaires ramenées par les missions Apollo ainsi que des gigantesques bassins d'impact à la surface lunaire. Les datations de ces roches lunaires montrent un pic d'âge d'impact autour de 3,9 milliards d'années, ce qui suggère une augmentation soudaine et massive du taux d'impact ayant affecté la Lune et, par extension, la Terre. Bien que la Terre ait effacé une grande partie des cicatrices de ces impacts en raison de sa géologie active, les météorites nous fournissent des informations indirectes sur cette période tumultueuse. Certaines météorites, en particulier les achondrites, qui sont des fragments d'astéroïdes ou de corps célestes plus grands, montrent des preuves d'avoir été affectées par des impacts massifs, avec des âges de choc qui coïncident avec la période du grand bombardement tardif. Le LHB a eu des conséquences profondes pour la Terre primitive. Il a pu faire ressurgir l'activité volcanique, altérer drastiquement la composition de l'atmosphère et des océans et, paradoxalement, avoir livré une quantité supplémentaire d'eau et de matière organique à la surface terrestre qui a survécu aux impacts. Certains scientifiques suggèrent même que le LHB a pu fournir un stérilisateur qui a réinitialisé la vie primitive, ou au contraire, que les environnements hydrothermaux créés par ces impacts auraient pu offrir des niches protectrices et énergétiques pour la vie. Les météorites sont en substance des fenêtres sur cette période cruciale, nous permettant d'inférer la nature et l'étendue de ces événements qui ont profondément modelé la surface et la chimie de la Terre primitive. La géologie terrestre a presque entièrement effacé les preuves directes de ces impacts, mais les météorites et la Lune agissent comme des archives de cette époque violente. Pour extraire toutes ces informations des météorites, les scientifiques utilisent une gamme sophistiquée de techniques analytiques de pointe. La spectrométrie de masse est peut-être l'outil le plus important permettant de déterminer avec une extrême précision les compositions isotopiques des éléments dans un échantillon. C'est fondamental pour la datation radiométrique car les proportions des isotopes père et fils sont mesurées avec une précision qui s'étend aux parties par millions, voire par milliards. Mais la spectrométrie de masse est également cruciale pour comprendre l'origine des météorites en comparant les empreintes isotopiques d'éléments tels que l'oxygène, le chrome ou le titane qui varient légèrement entre différents corps célestes et nous permettent de retracer la lignée d'une météorite jusqu'à un astéroïde ou une planète spécifique. La microscopie électronique, y compris le microscope électronique à balayage et celui à transmission, permet de visualiser les microstructures des météorites à des niveaux de détail nanométriques, révélant la forme des chondrules, la texture de la matière, la présence de minéraux exotiques et les relations entre eux. C'est vital pour comprendre les processus de formation et d'altération que la météorite a subis. La diffraction des rayons X est une autre technique indispensable qui permet d'identifier la composition minéralogique d'un échantillon en analysant la manière dont les rayons X interagissent avec la structure cristalline des minéraux, produisant des motifs uniques qui sont comme des empreintes digitales pour chaque minéral. Pour l'identification des composés organiques complexes, on utilise une combinaison de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse, qui sépare les différents composés d'un échantillon et les identifie ensuite par leur masse et leur motif de fragmentation. Cette technique a été fondamentale pour découvrir la vaste gamme d'acides aminés et d'autres molécules organiques dans la météorite de Murchison. La tomographie assistée par ordinateur aux rayons X, similaire à celle utilisée en médecine, permet aux scientifiques de créer des modèles tridimensionnaux détaillés de la structure interne des météorites sans avoir besoin de couper ou de détruire l'échantillon, ce qui est inestimable pour les spécimens rares et précieux. Au-delà des exemples déjà mentionnés, chaque nouvelle découverte ou chute de météorite apporte la promesse de nouvelles révélations. La météorite de Tagish Lake, tombée au Canada en l'an 2000 sur un lac gelé, témoigne de l'importance d'une récupération et d'une préservation rapide. Étant tombée dans un environnement gelé et ayant été récupérée rapidement, la contamination terrestre qui affecte habituellement d'autres météorites a été évitée. Cette météorite est une chondrite carbonée extrêmement primitive, encore plus que Murchison, et a fait l'objet d'études intenses en raison de sa haute teneur en carbone et en eau. Son analyse a fourni de nouvelles perspectives sur le matériel organique le plus primitif et certains chercheurs ont aussi exploré sa connexion possible avec la matière noire, bien que cette dernière soit une ligne de recherche plus spéculative. Un autre champ d'étude fascinant est celui des chondrites EL, un sous-type rare de chondrite à enstatite.
Des recherches récentes ont suggéré que le matériau d'accrétion initial de la Terre aurait pu être dominé par ce type de chondrites. Les chondrites EL sont riches en éléments volatiles comme le soufre, qui se seraient normalement évaporés dans la nébuleuse solaire. L'hypothèse est que, si la Terre s'est formée à partir de matériaux similaires aux chondrites EL, elle aurait pu incorporer leurs éléments volatiles, y compris l'hydrogène, et, par conséquent, l'eau, d'une manière différente de ce que l'on pensait. Cela ouvrirait la possibilité qu'une grande partie de l'eau de la Terre ait été interne dès son accrétion précoce, plutôt que d'être exclusivement livrée par des astéroïdes riches en eau à des stades ultérieurs. La pertinence des météorites pour la science planétaire et l'astrobiologie est immense et ne cesse de croître. Chaque année, de nouvelles chutes offrent de nouvelles opportunités d'étudier du matériel extraterrestre, souvent d'origine que nous n'avons pas encore entièrement explorée. De plus, l'avancement des missions spatiales a porté l'exploration des astéroïdes à un niveau supérieur. Des missions telles que OSIRIS-REx de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, qui est revenu avec des échantillons de l'astéroïde Bennu en 2023, et Hayabusa 2 de l'Agence d'exploration aérospatiale du Japon, qui a rapporté des échantillons de l'astéroïde Ryugu en 2020, fournissent aux scientifiques du matériel vierge, collecté directement de l'espace, sans passer par l'atmosphère terrestre, ce qui élimine toute contamination. Ces échantillons sont le saint graal de la science planétaire, nous permettant d'étudier les astéroïdes de près et dans des conditions de laboratoire contrôlées. Avec eux, nous ouvrons de nouvelles fenêtres pour comprendre la composition des corps qui ont impacté la Terre primitive, la diversité des matériaux originaux à partir desquels le système solaire s'est formé, et en fin de compte, les conditions qui ont conduit à l'apparition de la vie. Les météorites sont bien plus que des roches tombées du ciel. Ce sont des messagers d'un passé lointain, des fragments de l'histoire de notre système solaire et la clé pour démêler les mystères de nos origines. Elles continueront d'être une source inépuisable de connaissances, nous permettant de sentir le passé le plus lointain de notre système solaire avec chaque particule analysée en laboratoire. C'est une connexion tangible avec l'univers primordial, une narration silencieuse que seuls nous, avec notre curiosité et notre capacité d'analyse, pouvons écouter. Les météorites nous invitent à contempler non seulement l'immensité du cosmos, mais aussi l'extraordinaire histoire de notre propre foyer cosmique, une histoire écrite dans les pierres qui, par hasard, tombent sur Terre. Si ce voyage à travers le temps cosmique et la science qui a déterré les secrets les plus profonds de notre planète vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel autre mystère de l'univers vous aimeriez que nous explorions. Partagez cette connaissance avec d'autres curieux et continuons à découvrir ensemble.